à tous. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ben écoute, là cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est bon. Je vais attendre quelques secondes qu'ils arrivent, hein. Je les avais donné 10 minutes. Alors, j'ai eu un gros souci là pour me reconnecter. Ça ne passait pas. J'étais connecté, mais en fait, ça buguait. Donc, Eric, c'est juste ton image qu'on va garder. Je préfère qu'on soit en live par téléphone. Donc, il y aura ton image là, mais il y aura ta voix sur par téléphone. Et là, moi, je te vois, c'est ça comme ça, non? Toi, tu me vois, oui, oui, oui. Attends, je vais bien ranger, je vais bien mettre le micro là, que ça te capte bien. Atlas, est-ce que ça va? Bon, alors, Atlas dit que le son est parfait, 5 sur 5. Bon, ben, super alors. Merci, Atlas. Super, 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 super. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais vérifier de l'autre côté. Oui, alors, les amis, en fait, je vais vous mettre un lien. Vous allez cliquer dessus et vous allez aller sur l'autre lien où il y a les images. Parce que c'est vraiment le bricolage que nous sommes en train de faire là. Et c'est pas évident. Alors, il faut que je retrouve ce lien, ce live là. C'est lequel? C'est celui-ci. Et c'est pas évident. Alors, il faut... Voilà, ça c'est celui-ci. Parfait. Bonjour Kitemona, j'espère que tu vas bien. Alors, je copie le lien du live là et je le mets de l'autre côté. Comme ça sera fait copier. Ça, c'est fait. Allez, hop, celui-ci. Voilà, ça c'est bon. Ça, je sors de là. Et celui-là, c'est pas évident tout ce que nous sommes en train de faire comme... Alors les amis, en fait, je vous mets le lien du live ici en dessous. Collé. C'est là où vous devez aller. Voilà. Et donc, je vais repartir sur le lien de la vidéo elle-même. Et en fait, je vais la mettre en description, je vais le mettre en description, ce lien. Là, j'y suis. Je mets déjà au chat le lien où vous devez aller, coller. Ça, c'est fait. Voilà. Et je le remets en description, comment dirais-je, en commentaire. Vous allez le voir en commentaire épinglé, collé. Hop. Donc, le live où vous êtes, où il n'y a pas l'image, il y a un lien en dessous qui vous amène, c'est celui que je viens d'épingler, voilà, qui vous amène sur celui dans lequel on est et où il y a les images. C'est ça que je voulais vous dire. Donc les amis, ceux qui sont sur celui où il y a écrit broadcast là, c'est pas là où vous devez rester, mais je le laisse quand même actif parce que comme ils sont champions pour péter pour péter les lives, je vais laisser celui-ci quand même. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que vous entendez bien Eric? Morgane, bonjour. Est-ce que tu entends Eric? Est-ce que vous entendez bien Eric? Bonsoir Kitomona. Bonsoir Morgane. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, je suis là dans les ondes. Voilà, voilà. Oui, on t'entend bien. Bon, parfait. En fait, j'utilise le même micro que Eric. Bon, on est en... Merci, dernière danse. Alors, nous sommes en plein dans un sujet qui est déjà soulevé depuis quelque temps. Je vais quand même me faire voir. Hein. Attendez. Nous sommes dans un sujet qui a été soulevé depuis un certain temps. Et vous le savez bien que on a, sans toutefois essayer de se targuer d'une quelconque primauté, nous avons été parmi les premières personnes à dire que cette histoire de coronavirus, c'était un problème. D'ailleurs, pour information, j'ai suivi les témoignages de Tatiana Ventous, à qui j'ai dit bonjour.
J'espère qu'elle va bien. Mais déjà, la première fois que j'avais entendu dire qu'elle se plaignait parce que elle se plaignait, elle avait dit qu'elle avait été atteinte de coronavirus. On s'était marré parce qu'on disait, nous, on est dans une position euh, de dépasteurisation. On ne veut pas un berger comme pasteur. Donc, nous ne sommes pas dans la religion de pasteur, nous sommes des béchamistes, hein, du docteur Bécham. Et donc, la perception de la vie, des maladies, du virus concernant le pasteur est étroitement liée au brevet et à l'argent qui en découle. La perception de la vie, des microbes par rapport à Bécham est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les intérêts économiques, mais qui est dans le contexte de la préservation de la vie. Donc, rien qu'en posant ces deux bases-là, je pense que même le plus con de nous tous comprendra qu'il y a une personne parmi les deux qui a intérêt à ce que nous soyons malades. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, je vous remontre un post qui m'avait été envoyé par l'un parmi vous qui avait eu tort d'avoir raison très tôt. Il a été invectivé en disant que oui, mais ce sont des trucs, ce sont des fausses images, ce n'est pas vrai, ce n'est pas pour la France, ce n'est pas pour ceci, ce n'est pas pour cela. Mais les amis, malheureusement, on sait au jour d'aujourd'hui que la bouffe, la malbouffe que les trois quarts des personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner ou qui n'ont pas les moyens de s'offrir une nourriture saine, on sait que cette bouffe, elle est fabriquée dans des conditions déplorables. Alors, si déjà quelque chose qui va dans notre ventre est fabriqué dans des conditions déplorables, vous pensez vraiment que les gens qui s'occupent de notre santé et qui ont tout intérêt à ce que nous tombions malades vont tout faire pour que nous soyons en bonne santé? Je ne pense pas. Donc, il y a cette image que je voulais repartager avec vous. Et puis, on passera donc au sujet qui nous importe, là, le masque. Je suis venu avec Eric qui s'est déjà attelé depuis quelques jours pour vous et pour nous euh, à faire une sommation concernant le masque, les failles qui s'y trouvent, dont je lui laisserai la parole et il vous expliquera ça. Mais avant, j'aimerais qu'on on revisionne ces images. Vous voyez la date? Vous voyez bien la date? 22 février 2020. Vous voyez bien la date? Voilà. Voilà les conditions dans lesquelles certains masques sont fabriqués. Alors, ces masques iront un peu partout. Ça se peut, ces masques seront ici en Europe, ils seront en Afrique, ils seront en Asie, ils seront partout. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'ils appellent de la sous-traitance. La sous-traitance, c'est quoi? Eric, tu es toujours parmi nous, hein, même si tu n'es pas, même si tu as sauté du panel. Ouais, tout à fait. On m'entend bien là? On t'entend bien. Attends, j'ai pas terminé. C'était pour me rassurer que tu étais toujours là. Donc, j'ai sorti ces vidéos-ci. Je me suis fait invectiver en disant que je suis un rapporteur de fake news. Alors, quand tu n'es pas en
quand tu n'es pas d'accord avec le système et que tu produis autre chose, ce sont des fake news. Tu es complotiste, tu es antisémite, tu es, voilà. Il y a des concepts maintenant. Tu es, il y a tout. Mais nous, on veut des preuves. La restauration chinoise, par exemple, pour ne pas invectiver spécialement l'Asie, hein, attention. On sait dans quelles conditions elle est faite et on sait également quels sont les restaurants qui sont fournis par ces aliments qui sont souvent faits dans des conditions tellement déplorables. Sachez une chose, j'ai été pendant très longtemps dans le 13e arrondissement, pendant des années. Je ne suis pas loin de Belleville. J'ai eu des amis et j'ai des amis qui ont des restaurants, des amis asiatiques. Je vous assure que eux-mêmes, pour manger dans leur propre restaurant chez leurs confrères, ils réfléchissent à 2 reprises. Parce qu'ils ne savent pas qui a fait quoi, comment. Voilà, ils réfléchissent. Je vous le dis sincèrement. Mais bon, en général, ça se passe parce que l'organisme est assez solide. Mais quand on sait comment on les fait, on peut se poser des questions. La sous-traitance, c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de voir. Ça se fabrique. Ce sont de grandes entreprises qui gagnent les marchés. Et ces grandes entreprises vont sous-traiter ce qu'ils ont gagné comme marché au plus offrant, aux personnes avec lesquelles ils feront le plus de bénéfices. Donc, ce qu'on vous vend comme un coup monté pour dégrader l'image des masques et pour vous faire croire que nous sommes juste là pour saquer le gouvernement, eh bien, en réalité, c'est effectivement comme ça que ça se passe. Il y a une structure qui gagne un appel d'offres de marché. Ils sont plusieurs et ils vont faire cette sous-traitance. On a vu le cas avec la fabrication des vêtements de Tati et de bien d'autres magasins qui vont sous-louer en Asie. Des vêtements qui viendront vendre en Europe 10 fois, 20 fois, 50 fois, 2 fois, 2000 fois plus cher. Parce que ce qui les intéresse dans ce cas de figure, c'est la part du gain par tous les moyens. Et ce qui se passe là, sous vos yeux, c'est ce qu'on vous demande de porter. C'est ce que vous allez porter. C'est exactement ce genre de masque dans les conditions, dont les conditions nous sommes inconnues, que vous aurez. Par contre, on vous montrera une ou deux artisans très propres sur eux, soucieux de leur travail, parce que je ne dis pas que ça n'existe pas, soucieux de leur travail et de l'intention de bien faire, qui feront du bon boulot. Et c'est eux qu'on viendra montrer en image pour, comment dirais-je, donner assurance et permettre aux gens de ne pas se faire des illusions en disant arrêtez, le gouvernement ne peut jamais accepter de traiter avec ce genre d'individus. Mais moi, je vous répète, une fois de plus, j'ai vu des gens gagner des grands marchés. Ils ont donné ça à des sous-traitants. Ils ont fait la sous-traitance. Et les sous-traitants ont encore resous-traité. Et les personnes qui sont venues faire ces marchés ont fait du n'importe quoi. Parce que chacun veut manger à son niveau. Et on finit par se retrouver avec ce type de masques qui sont porteurs de maladies et qui sont plus dangereux pour notre santé qu'autre chose. Voilà par quoi je voulais commencer avant de vous laisser la parole. Avant de laisser la parole également à Eric. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Oh, bah bien, parmi les ondes ce soir, et parmi vous, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère qu'on va vous passer des bonnes informations constructives et qu'elles vont vous permettre de ne pas vous laisser faire lorsque le 1er août, on va dire que les masques vont essayer de nous cloisonner le bec. Voilà. Alors, Eric, j'ai une question. Vas-y. Dans ce documentaire-ci que j'ai déjà publié à plusieurs reprises et qui a beau fait d'être sucré à chaque fois par le système,
Eric, tu as le bonsoir de Morgan, tu as le bonsoir de tout le monde, tu as le bonsoir de Kitemona, tu as le bonsoir de Time, tu as le bonsoir de Didouche, ben voilà. Bon, puisque tu ne vois pas les images, je te le dis. Alors, ma question par rapport à la l'obligation de port à partir du 1er août. Déjà, grosso modo, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Je ne parle pas du fond au niveau de la loi. Je demande simplement, qu'est-ce que tu penses de ce décret? Voilà ma question. Bah, pour l'instant, je te dirais que je ne l'ai pas encore vu précisément, mais effectivement, ça va être un décret. C'est qu'un décret, Et ce qui est intéressant de savoir, Eric, coupe ton micro. Coupe ton micro, on cause par téléphone. C'est très bien comme ça là. Oh ouais, attends. Attends. Apparemment, la date aurait changé. C'est à partir du 20. Attends, ça bouge pas. Merci Morgan. Attends, ça bouge pas. Attends. je vais le faire avec ça. Apparemment, la date aurait changé. Eric, ça fait plus de bordel qu'autre chose. On était très bien comme ça tout à l'heure, en fait. Ouais, attends. Je vais le faire. Attends. Attends, voilà, c'est bon. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. Oui. Apparemment, la date, elle a changé. C'est plutôt le 20 et non plus le 1er. Bah écoute, de toute façon, dans tout ça va être super pour mon anniversaire, ça va être génial ça. Voilà, ils vont encore me casser les couilles. Je veux dire ça comme ça, non, grosso modo, mais bon, de toute façon, un décret, ça reste un décret, quoi. C'est pas une loi. Et donc, dans la hiérarchie des normes, si tu veux, voilà, un décret, c'est vraiment le truc. Il y a l'arrêté, le décret. Donc bon, c'est pas vraiment, si vous voulez, c'est pas vraiment voilà, un décret restera un décret, quoi. C'est pas une loi. Le problème qu'il y a, c'est que c'est une nouvelle fois une nouvelle tentative par les médias, hein, ils se sont réveillés, et puis aussi donc pour l'État aussi, hein, d'essayer encore de nous museler, hein, d'essayer de nous faire, si vous voulez, de nous faire que ce port de masque devienne en quelque sorte une norme sociale, une nouvelle norme sociale. Et ça, moi, effectivement, c'est hors de question, c'est même pas en rêve, c'est même pas en vrai, même pas en rêve, il n'y a rien, c'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que moi j'ai rédigé, donc j'ai préparé un texte de sommation qui va servir de base pour éventuellement des recours juridiques, mais surtout qui va pouvoir être envoyé, alors en recommandé au départ éventuellement, ou directement par huissier, suivant les moyens de chacun, mais qui va pouvoir être envoyé donc au rédacteur de ce décret, et puis aussi il va pouvoir aussi être opposé à dans tous les centres commerciaux, enfin dans tous les commerçants qui vous refuseront l'accès à leur lieu parce que vous n'aurez pas de masque. Voilà, déjà grosso modo. Il y a Alexandre parmi nous. Salut oui, Alexandre, si tu veux un lien, je te mets le lien, ça fait très longtemps. Je te sens motivé et je le sens dans mon petit doigt. Mon petit doigt me dit que. Petit doigt me dit que Alex veut monter. Je vais lui mettre le lien là. Ouais, mon petit doigt. Rassure-toi, je ne l'ai pas mis quelque part. Ni dans le nez, ni dans les oreilles, nulle part. Alors, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je pensais de ce décret? Oui. Qu'est-ce que tu pensais concrètement de ce décret? Voilà, c'est encore une nouvelle tentative pour emmerder le peuple, grosso modo. C'est un truc qui est vraiment qui n'a rien à faire là, quoi. En réalité, puisque a priori, alors on n'a pas eu la première vague, mais bon, il va peut-être y avoir une deuxième. Mais toutes les données scientifiques ont été dénoncées et on sait qu'en réalité, il n'y avait pas eu le nombre de morts qui avait été prétendu. On sait que le confinement
c'est une grosse connerie aussi. On sait que les masques ne servent pas à grand chose, sauf dans une salle de chirurgie, quoi. C'est-à-dire qu'un médecin qui fait une opération, donc sur le corps, au-delà de ça, voilà, quoi. Au-delà de ça, voilà, ça sert à rien, quoi. Hein, dans un lieu public, dans un restaurant, ben encore plus compliqué, parce que si vous voulez manger, il faut enlever le masque. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on impose un masque dans un restaurant si en plus il faut l'enlever pour manger? Enfin bon, il y a enfin, voilà, c'est juste pour emmerder le monde, on va dire. Hein. Je vois pas comment dirais-je, je ne vois pas d'autres motifs en réalité, hein, que celui-là, quoi. C'est-à-dire qu'ils essaient de nous imposer vraiment cette nouvelle norme sociale, et puis en même temps, accessoirement, faut que chacun de vous se rappelle aussi que ça fait partie de l'ingénierie sociale pour créer dans le peuple la sidération. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Voilà. Alors, j'ai fait un live là, hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus tellement j'en fais. C'était une espèce de réaction toujours, une occasion, parce que ce n'est pas Julie en tant que telle, mais c'est une occasion, c'était une occasion de rappeler quelques fondamentaux dans les documents qui sont pour le moment à notre disposition et des livres qui ont été faits sur le sujet. Entre autres, j'ai ressorti Neuroesclavage, et j'ai sorti un livre qui s'appelle Le Malheur de la France. Il est excellent ce bouquin. Le Malheur de la France, c'est quelque chose, je reconseille aux gens de l'acheter. Je l'ai montré, vous allez voir le live que j'ai fait il y a 2 jours. Il était avec pas mal de bouquins que j'ai sortis, et là-dessus, vous allez tomber sur ce document, sur ce livre-là que vous allez regarder. Il est très précis. Alors, avant de revenir sur le fond, pour rassurer plus ou moins nos confrères, nos concitoyens, la différence entre une loi et un décret, est-ce que tu peux nous repréciser ça pour que les gens comprennent bien la différence? Bah, grosso modo, alors, ce que je vais faire, je vais vous donner carrément la définition juridique, comme ça, moi, il n'y a pas, voilà. Alors, 2 petites secondes, je vais chercher le dictionnaire. Pas de souci, on a notre temps. En tout cas, j'ai tout mon temps. Alors, je profite pour dire bonsoir à toutes celles et ceux qui sont là. Et comme je vous ai dit, vous pouvez monter si vous voulez. Alors, j'ai eu un contretemps tout à l'heure parce que j'avais un live qui était sur la chaîne Tamiri Sematawi avec le professeur Rek Miré, ce frère, cet ami. Et je ne pouvais ne pas le publier. D'ailleurs, que quand j'avais ouvert le premier live pour donner la parole à tout le monde, il y a beaucoup qui m'ont dit, mais est-ce que tu vas publier le live du professeur? Et donc, c'est vrai que je n'arrivais pas à me connecter. J'ai des difficultés à me connecter. Ce n'est pas une question d'incapacité. Maintenant, je sais comment ça marche. Mais en fait, il me sac mes lives. À chaque fois que j'essaie de lancer un live, il le sac. Donc, je n'arrive pas. Eric, si tu es disponible déjà, je te laisse la parole. Tout à fait. Alors, voilà. Alors, attendez. Un décret. Alors. Grosso modo, hein. Attendez, je regarde vite fait. Alors, est-ce que ça c'est... Je regarde. Attendez, je regarde. Parce que... Voilà. Alors, les décrets... Voilà, c'est les décrets. Attends, je regarde. Alors, les décrets, voilà. C'est des décrets simples. Alors, ils ne sont adoptés ni en Conseil des ministres, ni après avis du Conseil d'État, et constituent le mode normal d'exercice du pouvoir réglementaire. Donc, c'est voir aussi arrêté décret. Donc, si tu veux, l'arrêté et le décret, si tu veux, c'est juste, voilà, c'est le premier stade, on va dire, grosso modo, c'est le premier stade, on va dire de manière vraiment très, très synthétique, c'est le premier stade, si tu veux, de l'élaboration de la loi. Enfin, voilà, grosso modo, et encore, même là, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est-à-dire que, si tu veux, la loi, si tu veux, est une loi. Au-dessus de la loi, si tu veux, il y a tu me poses une question à la con, à cette heure-ci. Alors, attends, parce que je suis en train de jongler avec le micro aussi, là. Il me demande aussi de... Alors, attends, bouge pas. Alors, je vais te donner peut-être un coup de pouce pendant que tu cherches. Et tu viendras rectifier si... Comment pour que les gens, voilà, sachent vraiment... si besoin y est. Alors, oui, vas-y.
Vas-y, hein, de toute façon. Alors, attends. Alors, à la base, je vais vous parler en langage terre à terre et non pas en langage juridique pour que ce soit bien perçu. Voilà, À la parfait. oui. Parfait, mon Titi, vas-y, hein, je t'écoute. Alors, à la base, une loi est là pour établir des normes dans une société. Les normes, c'est quoi? C'est tout ce qui permet à des individus, d'une collectivité, de s'accorder sur des règles à suivre. Ils sont d'accord et ils mettent ça en application dans ce qu'ils appellent le droit de cette communauté, de ce pays, de cette localité, peu importe ce que vous voulez, mais ça devient une loi. Ensuite, la loi, elle est avec ce qu'ils appellent des décrets d'application. Ces décrets d'application vous expliquent pourquoi est-ce que vous aurez, entre autres, enfreint la loi, qu'est-ce qui fait que vous avez enfreint la loi et comment est-ce que cette loi s'applique. Si on dit, par exemple, port du masque obligatoire, je peux mettre mon masque au genou. Je l'ai porté le masque. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est tout à fait ça, exactement. Et donc, tout ce qui va décrire la réglementation de cette loi est énuméré de fond en comble et soutenu par des motifs au préalable discutés et établis par la législation et les législateurs de cette localité, de ce pays, peu importe ce que vous voulez. Et le décret d'application de la loi vient ensuite pour que cette loi soit respectée. En d'autres termes, quand on prend un décret, il y a ce qu'ils appellent des décrets communaux, des décrets de mairie. Les week-ends, on dit, tiens, à partir de tel jour, de telle heure à telle heure, il y aura un marché à tel endroit. C'est un décret. Ça ne fait pas partie de la loi. C'est un décret et donc c'est censé être provisoire. Ça régule et ça régit plus ou moins un manquement, mais au niveau des ordonnances du journal officiel, ce n'est pas appliqué, ça n'existe pas. Parce que ça n'a pas été promulgué, donc ce n'est pas une loi. Donc, c'est vraiment pour que tout le monde comprenne de façon terre à terre comment ça fonctionne. Et on nous explique que, hein, est-ce que si je me trompe, Eric, tu me rectifies tout de suite. Après, je peux compléter, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, je te donne la parole. Oui, alors attends, déjà, je coupe le micro. Attends, parce que là, je coupe le micro. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, alors un décret, donc, attends, je vais essayer de me mettre là, voilà. Alors un décret, voilà ce que c'est. Un décret, donc c'est en droit administratif et droit constitutionnel. Un décret, c'est un acte juridique exécutoire de portée générale, quoi. Voilà, c'est le règlement, hein, ou individuel, signé soit par le président de la République, soit par le Premier ministre. Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, vous avez les lois. Alors là, les lois, c'est un texte qui est voté par le Parlement, hein, voilà, au niveau, c'est l'article, enfin, à l'époque, en tout cas, c'était l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 58. Donc voilà, c'est-à-dire que le décret, donc, c'est un truc, comme vous l'avez dit, Jules, tout à l'heure, de porter, c'est un acte juridique exécutoire de portée générale, hein, alors que la loi elle-même, elle est votée, donc, par le, on va dire, voilà, par le Parlement. Par vos représentants. En fait, vos représentants apportent vos voix pour accepter les normes que vous avez, sur lesquelles vous vous êtes accordé d'un commun accord. C'est ça une loi, en fait. Moi, j'avais évité de le dire parce qu'effectivement, avec ce qui se passe actuellement, c'est un peu difficile de dire qu'on a des représentants. Mais bon, dans l'idéal, c'est ça. Donc, voilà, c'est pour ça que j'essayais d'expliquer ça de façon terre à terre, pour que tout le monde vraiment comprenne la percée et la profondeur de la chose, déjà pour rassurer les gens. Ouais, ben, si vous voulez, donc déjà, donc le décret, tout ce qui est décret et arrêté, c'est vraiment c'est vraiment tout ce qui est vraiment le plus bas au niveau de la hiérarchie des normes. Donc, voilà, donc, mais bon, ça a quand même un pouvoir de nuisance puisque le 1er août ou le 20 juillet, ben, on va être, entre guillemets, contraint, bon, sauf, voilà, avec les recours juridiques qui vont être mis en place, voilà, ça a quand même un pouvoir de nuisance, sur les citoyens, mais, faut savoir que c'est un pouvoir de nuisance à partir du moment où le citoyen donc n'a pas les informations qui permettent de remettre en cause ce décret
ou c'est arrêté, ou éventuellement une loi si ça avait été une loi. Ça veut dire qu'à partir du moment où, de toute façon, où vous avez les arguments, donc les sources scientifiques, éventuellement contextuelles, qui permettent de remettre en cause cette chose-là, donc l'obligation de porter le masque à partir du 1er août ou du 20 juillet, effectivement, ça serait vraiment dommage de ne pas exercer ce recours. Ça serait aimer se faire battre. Bon, moi personnellement, j'aime pas trop ça, donc voilà. Ouais. J'ai sorti, j'ai relayé une publication qui prétendait et qui disait à juste titre que on verra tous les soumis de la France à partir de cette date, donc du 1er août, donc qui a visiblement est reportée pour le 20. À partir de cette date, observez bien, vous allez voir tous les soumis, les collabos, les vendus qui sont les fers de lance à travers lesquels le système mondialiste vous muselle. Je répète bien, pour que ce soit bien compris. À partir du jour où ce décret sera applicable, vous allez ouvrir simplement vos yeux, pas besoin de faire des efforts, et vous allez voir le nombre de vendus, de collabos qui sont derrière le système pour que le système nous maintienne esclaves et serviles. Et il y en a un paquet, hein, je vous le garantis. Hein. Jules, il vous racontera tout à l'heure une anecdote. Moi, j'en ai une que j'ai vécue aujourd'hui. Je pense que ce n'est que le début hein, de ce qu'on a vécu et moi. Et c'est ce qu'on appelle les collabos, le collabo, j'ai du mal avec ce mot-là, mais on va dire les moutons, les moutons, hein, qui vraiment vont essayer de vous faire pression sur vous pour que vous mettiez le masque. Moi, c'est ce que j'ai eu l'honneur de découvrir tout à l'heure. Je sais pas si je peux le raconter maintenant ou j'attends un petit peu, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, il y a une intervention de Time Machine, bonsoir, j'espère que tu vas bien, qui dit que non, on verra simplement les gens qui n'ont pas la possibilité ou les moyens de payer leur liberté. Time Machine, si tu peux monter dans le live, ce serait bien parce que ce sera intéressant d'échanger et d'avoir d'autres points de vue. C'est toujours complémentaire et très enrichissant et ça nous aide à avancer. Donc, je te mets le lien en dessous si tu veux bien. Ça nous fera plaisir. Je m'adresse à Time Machine, mais je peux aussi m'adresser à quelqu'un d'autre. Alors, il y a un schéma qui me vient à l'esprit, mais avant ça, je vais effectivement vous raconter la petite anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui. D'ailleurs, que j'ai pris en partie en vidéo. Je compte faire tout petit post avec de quelques minutes de quelques secondes, peu importe, pour motiver les troupes et les amener à ne pas se laisser faire. Time Machine. L'argent n'octroie pas la liberté. Ça serait une erreur de le croire. C'est très, 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 voilà. C'est très... Il veut peut-être parler du fait que moi j'ai fait une sommation du chef. Si c'est ça qui veut dire ça, si c'est ça, ben effectivement, d'ailleurs c'est pas une question d'argent, mais effectivement, je pense que le jour d'aujourd'hui, après je sais pas ce que j'ai argumenté, mais si c'est pas ça, ça sert à rien que je développe honnêtement. Alors, il faudrait déjà lui poser la question. S'il dit que c'est par rapport à la sommation, ce qui m'étonnerait, ce n'est pas comme ça que j'ai perçu ça. Ben là, tu développeras. Mais moi, je pense que si, au fond, à moins qu'il ne précise sa pensée, si, au fond, l'idée est de dire que les plus faibles se feront écraser, j'aimerais qu'on redéfinisse le rapport de plus faible. Plus faible, c'est qui? C'est quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? D'accord? Parce que on n'est pas, comment dirais-je? On n'est pas libre parce qu'on est riche. On n'est pas libre, pas, quand je dis riche, c'est une expression, c'est exagéré. On n'est pas riche parce qu'on a les moyens de payer notre liberté. On n'est pas libre non plus parce qu'on est riche. Je ne sais pas si vous voyez le schéma que je suis en train
de faire. La richesse n'est pas la capacité à payer sa liberté ou la liberté n'est pas la possibilité de s'affranchir d'une dette qui nous aura été imposée du fait qu'on aura enfreint une dictature, parce que pour moi, ce n'est pas une loi, ce n'est pas, c'est tout simplement de du dictat. Voilà. Sauf si Time Machine, comme je disais tantôt, précise sa pensée. Toujours est-il que, une fois qu'on a parlé de la sommation, j'aimerais quand même préciser que la sommation a été faite par Eric sans que personne ne lui mette le couteau à la gorge. C'est avec son cœur qu'il le fait. Ah, carrément, parce que là, pour le coup. Et il le met à disposition pour que celles et ceux qui veulent s'en servir, ben, s'en servent. Le fait d'envoyer éventuellement une sommation par voie d'huissier, bien que nous savons, et vous le savez, on en a tellement parlé, que les lois maçonniques dans lesquelles nous sommes ne vont pas à notre avantage, c'est d'utiliser tous les moyens qui nous sont offerts pour pouvoir se battre contre ces entités que je ne pourrais pas me permettre d'appeler humains. Voilà. Et Eric, il a fait cette sommation qu'il mettra à votre disposition pour envoyer un truc par Russie. Ben oui, on paye pour envoyer par Russie. Puisque on est dans... Oui, excuse-moi. Bah, vous pouvez l'envoyer par huissier, mais vous pouvez aussi l'utiliser par courrier commandé dans par exemple, dans les magasins qui vont vous refuser, enfin, en réalité, partout où on va vous refuser l'accès, dans les restaurants, les discothèques, la poste, les banques, enfin, là, j'ai pas tous sous les yeux, mais voilà, bah, tous les lieux publics où on va vous refuser l'accès parce que, comment dire, parce que vous n'avez pas de masque, au moins, vous, avec cette sommation, avec ce texte envoyé recommandé, déjà, vous mettez un petit peu en demeure à la personne qui vous refuse l'accès, bah, de réfléchir un peu et de revoir sa position. Et si vraiment il ne revoit pas sa position, c'est là que la procédure pourra aller à son terme. Et ça serait bien qu'elle arrive à son terme, parce qu'effectivement, il n'y a que de cette manière-là que les moutons qui vont appliquer bêtement ces directives vont comprendre que financièrement, ils vont peut-être faire plus en allant au tribunal que de prendre un avocat pour éventuellement contester des amendes qui pourraient leur être infligées si jamais ils acceptaient des personnes non masquées. Donc, vous voyez, c'est qu'en réalité, il faut vraiment que toutes les personnes comprennent que si on s'attaque pas alors, le mot est mal choisi, attaquer, mais si les moutons, on les coupe pas une bonne fois pour toutes de l'autre côté, eh ben, ça veut dire donc tout sera permis. Tout sera permis après. Il faut vraiment on leur dise que non, il n'y a pas moyen. Et moi, tout à l'heure, à la poste, ils ont essayé de me faire, on m'a dit, ouais, de toute façon, à partir du 1er août, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. J'ai dit, si, j'amènerai les documents, et j'enverrai ça à votre direction. Et la poste me dit, ah non, de toute façon, c'est pas nous qui le faisons, il faudra envoyer ça à Macron. Je suis désolé, moi, Macron est fidèle loi, et vous êtes la poste. Et là, je suis à la poste, je suis pas chez Macron. Donc, je vous enverrai ça à la direction. Vous voyez, il y a toujours on veut toujours essayer de se défausser sur l'autre. Donc, non, il faut vraiment pas leur laisser le moyen de croire qu'on va rien faire. Et c'est de cette manière-là que le restaurateur qui pour l'instant applique ils vont peut-être appliquer ou pas d'ailleurs. Hein. Alors, ceux qui les appliqueront pas, tant mieux. Mais ceux qui les appliqueront, si vous voulez, il y aura que de cette façon-là, ils comprennent qu'ils vont peut-être perdre plus en dommages et intérêts un petit peu en se rebellant. Donc ils vont peut-être après réfléchir 2 fois avant de refuser quelqu'un. Mais si on fait rien, effectivement, là c'est ouvert à tout. Hein. C'est ouvert à, comme disait je sais plus qui, là c'est ouvert, c'est open bar et la fête du slip. Hein. Voilà. Ce qui va se passer, c'est simple. Le système évolue et pose ses pions par étapes. Ouais. La première étape était de créer la sidération. La sidération, elle est faite. Il n'y a qu'à regarder comment les êtres ont perdu leur logique, le bon sens. J'ai posté une vidéo qui faisait la comparaison
des micropores se trouvant sur les masques et de la grosseur de la chose contre laquelle on se protège. Je pèse mes mots et je les choisis volontairement quand je dis la chose contre laquelle on se protège. Parce que, je répète une fois, j'ai lancé le là au début, le microbe n'existe pas. En fait, Donc, c'est le virus qui n'existe pas. le virus, pardon, autant pour moi, n'existe Oui, pas. c'est partie des Autant pour moi. microbes. Hein. Autant pour moi, c'est une erreur. Le virus, tel qu'on nous le présente, n'existe pas. Donc, déjà, admettons que on veuille se protéger contre quelque chose qui n'existe pas. C'est déjà très osé. Mais bon, admettons qu'on veuille se protéger contre Gasper. On vous explique que la taille de Gasper est 10 000 fois plus petit que les micropores qui se trouvent dans les masques. Quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce que cette chose 10 000 fois plus petite que les trous qui sont sur les masques, comment ces trous pourront protéger de admettons, de ce virus? Allez. Ils prennent la taille d'une fenêtre et ils prennent la pointe d'un stylo et ils disent au niveau macrocosmique, voilà le rapport de grandeur qui existe entre ce qu'ils appellent virus et les trous de respiration qui se trouvent dans les masques. Mais bon, admettons que certains individus estiment toujours que lorsque leur porte est ouverte, un chat ne peut pas y entrer. Admettons. Comment on fait pour expliquer à ces gens que, monsieur, il y a un problème de dissonance cognitive dans votre esprit? Comment on fait? Puisque si ce même monsieur à qui tu dis, le chat, si tu ouvres ta porte, le chat ne pourra pas entrer. Le chat qui est déjà 100 fois plus gros que la pointe d'un stylo par rapport à la grandeur d'une fenêtre, il va te dire que le chat peut entrer. Donc, si le chat peut entrer dans sa porte chez lui, parce que la porte elle est entrouverte, le chat qui est déjà 100 fois plus grand ou 10 000, 1000 fois, j'en sais rien, que cette pointe, eh bien, le même te dit que non, le masque le protège de plus petit que les trous qui se trouvent dans le port de ce masque qu'il court acheter. Donc, pour moi, quand on a affaire à ce type d'individu, on n'est plus dans la logique, on n'est plus dans la raison, on est dans la croyance. En matière de croyance, c'est pour ça qu'on demande et on conditionne les gens et on les porte non pas vers le bon sens et la raison, mais vers la croyance. En matière donc de croyance, tout est permis. Et ils le font volontairement à travers les médias mainstream qui ont pris la place, ça malheureusement déjà au niveau de la toile. C'était connu que les médias mainstream étaient en train de s'installer à travers des chevals de Troie sur la toile. Mais au jour d'aujourd'hui, on constate très bien qu'il y a des grosses chaînes, ou alors des chaînes dites grosses, puisqu'elles sont favorisées par l'algorithme, pour peu que ce soit l'algorithme, et par le système, pour faire des grosses vues. L'idée ici, c'est de faire quoi? C'est de museler tout le reste et d'essayer de récupérer le langage qui parle le plus aux individus pour les bassiner avec. Beaucoup, excuse-moi Eric, je te laisserai la parole dans quelques secondes. Beaucoup m'ont parlé de Babylone. Il y a une chaîne qui s'appelle Babylone quelque chose. Je vais vous dire ça tout de suite. Je ne la connaissais pas, cette chaîne. Pourtant, j'avais déjà publié une de leurs vidéos que j'avais pris chez quelqu'un d'autre. Donc, Babylone Décodeur, Décodec.
C'est un monsieur qui cause plus ou moins avec un timbre anglo-saxon. Babylone décodette.fr. Pourquoi je vous parlais de ça déjà? Excuse-moi, Eric, je me suis perdu. J'étais en train d'arriver à quelque chose. Ah oui, voilà, ok. Quelqu'un m'a dit, Jules, il faudrait que tu t'intéresses à la chaîne de Babylone Décodec parce que visiblement, vous avez la même vision des choses. Que vous fassiez un live ensemble, ce serait intéressant. Je n'avais pas prêté attention, mais effectivement, je me rends compte. Alors, ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a constaté et il donne visiblement des exemples très pertinents qu'il y a à peine, sur un rapport de 1000, il y a à peine 2%, 2 pour 1000 des personnes qui diffusent de la bonne information, de l'information qui peut être utile en fait. Le reste nous maintiennent dans la peur. Je m'explique. Il a utilisé une expression que j'ai pour habitude d'utiliser, que j'ai trouvée très intéressante. Mais avant d'utiliser cette expression, après avoir laissé la parole à Eric, je vous mettrai une petite capture et je vais développer mon idée. Eric, je te laisse la parole. Ah, c'est gentil, mon petit. Est-ce que je veux préciser un truc par rapport aux masques là qui se trouvent dans les grandes surfaces? Derrière, quand vous regardez sur les paquets, il y a marqué que les masques, en gros, ne protègent pas des Covid. Il y a marqué que le masque ne protège pas du Covid. Ah bah non, ça veut dire, en gros, ils achètent une connerie, quoi, en réalité. Et le masque, hein, je crois qu'on a vu des sur Facebook, je crois, il y a des gens qui ont pris des photos, il y a des photos de des boîtes de masques qu'ils avaient achetées, et c'est marqué derrière, hein, c'est marqué en tout petit. C'est marqué sur les masques que le masque ne protège pas contre le Covid. C'est marqué sur les boîtes. Et les gens continuent à acheter. Eh oui, c'est ça le truc, c'est ça. Ah, c'est génial. Oui, mais c'est un argument que j'avais oublié, mais je vais le remettre après je le rajoute dans la sommation, il n'y a pas de problème dans le bordereau de pièce, hein. Mais ça, c'est un truc de plus, si vous voulez, hein. Donc, en réalité, c'est vraiment, l'obligation du port du masque, dites-vous que c'est pas parce qu'il y a du Covid, hein. C'est juste pour changer les comportements, pour museler pour essayer, parce que nous, ça marche pas chez nous, mais voilà, pour museler on va dire les rébellions, c'est ça qu'ils essaient de faire. Pour qu'on entre vraiment dans ce nouvel ordre mondial, voilà, c'est tout, hein. Alors, faut juste vous dire qu'effectivement, le seul moyen, enfin en tout cas, le seul moyen, je dirais, avant les gourdins et les massues, c'est le droit. Donc, et surtout, l'information quand elle est démontrée, quand elle est sourcée, factuelle, quoi. Là, donc, tout ce qu'il y a dans l'information, il y a vraiment que ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé, c'est une de mes contacts qui m'a passé ça, et il a bien fait, parce que moi, j'avais que 2 études. Là, j'ai pu mettre dans la sommation, j'ai 10 ans d'études sur les masques. 10 années. Bon. Et pendant 10 ans, ils ont toujours dit la même chose. Ils ont fait 2 études en 2019 et une en 2020, bon. Et le même résultat. Ça ne sert à rien. Donc, il faudra que ça rentre dans les crânes quand même. Bon. Voilà. Rien que la simple image que on a essayé de développer tout à l'heure par rapport aux proportions devrait attirer à tout le moins l'attention. Mais bon, admettons que ça n'attire pas l'attention. Je reviens sur des capsules que j'ai sorties déjà et qui sont combattues. Donc, on va écouter ce que ce médecin dit en quelques minutes. Et après, je vais développer donc la pensée que j'avais. C'est parti. Vas-y, mon petit. Vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Ici à la Russie. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc, le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Il faut centrer le sujet. Alors, avant de laisser parler ce monsieur, on voit que il y a des personnes qui, au nom, on ne sait pas pour qui il parle. Ce monsieur, il s'est fait laminer dans son pays, pour peu qu'on puisse encore parler de pays, au Congo, parce qu'il a dit
il a sorti les phrases que vous avez entendues en disant que eux, ils étaient d'accord pour les essais des cobayes, quoi, en fait. Et donc, sa population lui a fait comprendre que non, il n'était pas d'accord. Et du coup, on a l'impression que c'est à coup de massue, à coup de gourdin que les gens vont se faire, pour revenir sur les propos que tu disais, que les gens vont se faire vacciner. Donc, on est en train de faire un chantage généralisé à la population pour qu'elle ne puisse pas dire non. Voilà ce qui nous est dit, et c'est juste à titre de rappel. Voilà ce qui nous est dit par rapport au virus. C'est parti. Candidat pour faire les essais ici chez nous. S'il faut centrer le sujet sur le problème actuel, Oui. il faut déjà comprendre que les caractéristiques de ce virus ne répondent à aucune caractéristique d'un virus. Et je suis étonné que tous les Africains qu'ils ont fait se prononcent là-dessus sans pouvoir faire cette nuance. L'école occidentale nous a enseigné que le virus est une cellule prokaryote et qu'une cellule prokaryote est une cellule qui a un noyau et n'a pas de membrane nucléaire. Et lorsqu'on parle de noyau, on parle de la matière sur laquelle se fixe l'énergie. Et lorsqu'on parle de membrane nucléaire, on parle des atomes autour les électrons autour d'un atome qui tournent pour produire la vie. On dit donc que la cellule-là n'a pas de membrane nucléaire. Ça veut dire que le virus est un matériel inerte. Qui ne pense pas, qui ne peut pas se multiplier par lui-même, qui ne réfléchit pas, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas vivre dans l'air, qui ne vit pas. D'où vient donc que celui-ci, cette intelligence, a cette intelligence? Nous comprenons donc que la nature ne peut pas engendrer ce genre de monstre. Ce genre de virus a été fabriqué en laboratoire. Si on veut une pandémie, il faut obligatoirement une mutation. Pour qu'il y ait une mutation du virus, il faut une intervention humaine. Rappelons-le, le virus n'est pas un matériel vivant. Ça, c'est très important. C'est pas une bactérie. Un virus, c'est un assemblage de protéines et c'est tout. Inerte. Avec un bout d'ADN, c'est incapable de se défendre tout seul. Bon, je pense que ça, c'est un bon rappel mémoire qui méritait son petit pesant d'or. Lorsque, Eric, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas parce que tu sais que je parle beaucoup. T'inquiète, mon ami, t'inquiète, vas-y, pas de souci. Lorsque on tétanise des gens avec cette histoire de virus, avec cette histoire de contagion, de seconde vague, c'est l'objectif visé qui doit nous intéresser. Pourquoi? C'est toujours des questions qu'il faut se poser. Pourquoi on nous vend la peur? C'est simple. Toute personne qui a peur perd ses moyens. Une fois que vous avez perdu vos moyens, vous ne raisonnez plus. Une fois que vous ne raisonnez plus, vous êtes dans une situation de demande d'aide, même inconsciente. Et c'est cette demande d'aide qui fait que quand on va vous proposer de façon détournée ou imposée un masque, vous allez le prendre avec des remerciements en plus. Une fois que c'est fait, on mesure l'ampleur d'obéissance dont vous venez de faire preuve et on va de l'avant. Aller de l'avant, c'est quoi? Leur finalité. Ce monsieur qui est à l'écran nous l'a très bien dit. On nous fait croire qu'il n'y a pas des essais, qu'il n'y a pas encore de vaccins et qu'il n'y a pas patati et qu'il n'y a pas patata, alors qu'en réalité, ils ont tout préparé en amont, à telle enseigne que les vaccins qui sont censés faire des d'années parfois pour être mis en place existent déjà. Le documentaire que vous voyez date de février. Donc, ça veut dire que en décembre, la Chine a un souci, admettons. En janvier,
ils se lancent dans la recherche d'un vaccin. En février, ils sont déjà en train de faire des essais vaccinaux. Déjà, je dis bien. Et en mars, avril, mai, juin, on vous travaille au corps pour que d'ici la fin de l'année, eh bien, tout le monde accepte et réclame le vaccin les 2 genoux par terre. Voilà ce qui est en train d'être programmé sans que le commun ou la majorité ne réalise. Pourquoi la majorité accepte? Ben, je viens de vous le dire. La population a été sidérée. Donc, ce qui se passe, c'est quoi concrètement? On va vous faire parler des gens qui ont une notoriété. Du moment où ils défendent l'idée de virus, c'est très bien. Ils vont vous donner l'impression de combattre le système, de vous donner des solutions. Et à la fin, ces mêmes gens qui, dans leur langage, vous n'aurez eu de cesse d'entendre le mot virus, 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 c'est une façon subliminale de vous faire comprendre que, alors qu'ils sont opposés au système, le virus existe et il faut trouver une solution pour s'en protéger. Donc, en réalité, on vous fait croire que on vous défend, mais on vous maintient dans la peur. La peur, c'est quoi concrètement? Je vais vous le dire. La peur, c'est cette chose à travers laquelle on pervertit votre perception du réel. Déjà, ça c'est une parenthèse. Nous sommes dans un monde illusoire, mais admettons que nous soyons dans un monde dit réel. On pervertit votre perception du réel et on vous induit des informations que vous allez démultiplier et ces informations vont jouer à vous faire devenir l'objet de votre propre chute. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent parfaitement. Donc, le mécanisme mis en place en lui-même n'est pas le problème, c'est les conséquences que ce mécanisme aura en nous qui déterminera l'ampleur des dégâts. Quand je dis que nous sommes le programme du nouvel ordre mondial, c'est en connaissance de cause. Je visionnais encore il n'y a pas longtemps, je viendrai sur une anecdote, je visionnais encore il n'y a pas longtemps un documentaire sur un président, je ne sais plus si c'était le Pérou, la Bolivie, je ne sais plus exactement, bolivien, je sais plus, je me rappelle plus. Mais toujours est-il que c'était un président, un paysan, qui s'est beaucoup battu pour les droits de l'homme dans son pays, qui a fini par devenir président. J'oublie son nom, c'est dommage. Pourtant, ça fait pas longtemps que j'ai regardé ce documentaire encore. Et quand il a atteint la magistrature suprême, il est resté naturel. Il a toujours ses vêtements simples. Il a vendu d'ailleurs une résidence présidentielle. Il a ses 1000 € qu'on lui donne. Sur 8000 qu'on lui donnait, les 7000 qui ne lui servent pas, il les a remis pour des œuvres à caractère humanitaire. Et donc, l'idée, c'est quoi ici en fait? Pourquoi je vous parle de ça? C'est que ce qu'on nous présente comme nécessaire, comme important, le fait d'avoir 10 maisons, 50 voitures, 20 femmes, 10 téléphones portables, une garde-robe qui fait tout un quartier. Tout ça, l'objectif est de nous sortir de nous-mêmes. Une fois que vous avez tous ces objets, vous n'avez de cesse que de penser que, oh, on va vous voler, oh, vous allez perdre ceci, oh, il faut réparer cela, et patati et patata. Le mécanisme mis en place est valable par rapport à la peur que nous avons de mourir. De toute façon, sur le plan physique dans lequel nous sommes, le corps est appelé d'un moment à un autre à arrêter son activité. Ce corps qui est considéré par mes ancêtres comme un outil de déplacement, comme un véhicule, comme une voiture, peu importe ce que vous voulez, mais ce n'est pas, le corps, ce n'est pas vous. Le corps, c'est l'outil dans lequel vous vous manifestez pour pouvoir interagir sur ce plan.
Donc, si on vous fait croire que vous allez mourir, c'est-à-dire que vous vous identifiez à votre corps physique, eh bien, ce n'est pas la personne qui vous fait croire qui vous tue. C'est vous-même qui vous mettez dans un état. euh, Merci, merci Alex. C'est vous-même qui vous mettez dans cet état à travers les informations qui vous ont été certes induites. Vous vous mettez dans un état de mort. Pourquoi est-ce que on se lève le matin, l'objectif étant de gagner sa vie? Est-ce que la vie est extérieure à ce que nous sommes? Quand on dit je me lève le matin, même dans l'expression je me lève le matin, je vais au boulot pour gagner ma vie. Gagner sa vie, c'est quoi? C'est une connerie. En Voilà. réalité, gagner sa vie. Parce que quand on est, on a déjà gagné sa vie, on est. Donc on n'a pas besoin de gagner, on l'a déjà. Mais ce n'est naître, c'est pas dans le sens. Moi, quand tu dis naître, ça me fait pas penser au sens venir au monde. Ça me fait penser au sens être. Nous sommes. Donc, Oui, tout à fait. comment quelqu'un qui est peut mourir? Donc, c'est déjà à partir de ce mécanisme de manipulation qu'on persuade les gens qu'ils vont mourir, ils ont peur de la mort et ils commencent à spéculer alors que de toute façon, leur corps, leur véhicule, celui qu'ils habitent, tôt ou tard, sera appelé à arrêter de se comporter comme il se comporte là, c'est-à-dire se manifester, et il va retourner poussière, si vous voulez. D'accord? C'est-à-dire qu'il va changer de forme, il va arrêter de battre, le sang va arrêter de circuler dans ce véhicule, comme l'essence, hein, et voilà. Et ce véhicule ira à la casse, en recyclage. Mais l'âme que tu es, qui habite ce corps, continue à vivre. Ce n'est pas parce que le véhicule dans lequel ton cas divin se trouve arrête de fonctionner que le chauffeur de ce véhicule meurt. Parce que si vous vous déterminez comme étant ce corps physique, effectivement, sachez que vous allez mourir, comme tout le monde va mourir. Et donc, si vous savez déjà que vous allez mourir, pourquoi avoir peur de mourir? Puisque de toute façon, si on perçoit le concept tel que il résonne dans l'esprit des gens, pourquoi est-ce qu'on a peur de mourir alors que de toute façon, ça va arriver? Ben Pourquoi? je pense que ça a été un conditionnement qui a été qui a été fait au fur et à mesure des années, des siècles, avec les religions, enfin voilà, avec tout ça, qui nous ont conditionnés pour avoir finalement peur de la mort. Et bon, après il y a les publicités, il y a c'est très subtilement aussi mis dans les films, hein, quand tu vois tu vois dans les films, t'as aussi les gens qui meurent, donc automatiquement c'est toujours ce rapport à la mort. Et effectivement, quel meilleur moyen d'entretenir on va dire cette pression mentale sur le fait que effectivement avoir peur de la mort, c'est voilà, c'est par les religions, par les films, enfin dans la publicité par exemple sur les paquets de cigarettes ou les produits chimiques, il y a une tête de mort, toujours pareil. Donc c'est très subtil en réalité. Mais effectivement, voilà, c'est toujours ce rapport-là qui est fait. Et donc voilà, on gagne sa vie et on va dire voilà, on va dire que tous les biens matériels sont censés nous donner la possibilité de jouir de la vie. Bon, je sais que c'est curieux, mais effectivement c'est ça. Et avoir peur de la mort, voilà, c'est avoir peur enfin, en tout cas pour ceux qui ont peur de la mort, c'est avoir peur de ne pas pouvoir profiter de tous les plaisirs de la vie. Alors quels sont les plaisirs de la vie? Les vrais plaisirs, les faux plaisirs, ça va loin cette discussion. Mais effectivement, voilà, bon là Jules, je te repasse la parole. Merci. Merci Eric. Ok, merci pour ces précisions qui sont, ma foi, très intéressantes. Oui. Alors, je continue. Ce que je dis, c'est quoi concrètement? Quand je parlais donc de Babylone des codecs, une chaîne que je vous conseille d'aller voir, d'aller vous inscrire également, il a
effectivement développer des choses que j'ai développées et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est quoi? Je disais tantôt que lorsque l'humain a une porte de sortie, et je l'ai dit déjà, sous toutes les sauces, sauce mafé, sauce gombo, sauce bolognaise, bourguignon, même dans le maroilles, je l'ai mise cette idée-là. C'est de dire quoi? Vous prenez un chat, vous l'enfermez dans une pièce et vous ne lui donnez aucune issue. Ce chat va sortir tout ce qu'il a comme capacité de survie pour vous détruire et sauver sa peau. Vous prenez le même chat, vous laissez des fenêtres ouvertes, vous lui montrez bien qu'il y a une fenêtre qui est ouverte et vous vous comportez avec ce chat exactement comme vous vous êtes comporté en amont. Eh bien, ce chat, il aura tendance à chercher la porte de sortie, c'est-à-dire la fenêtre, et il aura pour dernière idée de venir se confronter à vous parce que la peur le pousse à se dire, tiens, puisque j'ai une porte de sortie, je vais essayer de sortir par là. Alors, cette peur-là, c'est le masque. Cette peur-là, c'est le vaccin. C'est exactement ce sur quoi le système nous tient. Il nous tient, c'est bizarre, ça va être paradoxal, il nous tient par ce que j'appelle l'espoir, par des somnifères. Et il y a plus d'une personne que j'ai traité de somnifère du système en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que un peuple qui n'a plus d'espoir montre les crocs. Et ils ne veulent pas que nous montrions des crocs. C'est pour ça que la stratégie de manipulation qu'ils étudient, qu'ils passent leur vie à étudier, marche très bien parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Alors, soit on dit aux gens, de toute façon, vous allez vous retrouver dans George Orwell 1984 ou dans Soleil Vert et vous restez, vous croisez les bras et vous attendez, vous acceptez, très bien. Soit vous vous battez. Eh bien, je vous promets que vous allez voir, même les plus chétifs, inimaginables, vous sortir des prouesses que vous n'aurez jamais imaginées. Et le vaccin, et le masque, et le petit tapage médiatique qui est fait, où on nous présente ces criminels comme des bienfaiteurs, nous plonge dans un pseudo-espoir. Et c'est ce pseudo-espoir qui est notre peau de banane actuellement. Les gens espèrent mieux demain. Et quand bien même ils n'espéreront plus, eh bien, il y a encore une autre porte de sortie métaphysique. Cette fois-là, c'est la religion. Ce n'est pas grave, on ira au paradis, on sera heureux et les méchants seront punis. Voilà exactement les éléments, mais quand je parle de l'essentiel, les éléments par lesquels on tient l'individu. Un individu qui n'a pas peur, c'est un individu dangereux. Plusieurs individus qui n'ont pas peur, ils transforment un système. Et donc, il va falloir que le système fasse tout pour pouvoir museler progressivement des gens comme nous qui avions, et je le dis, compris exactement le schéma qui est face à nous. Donc, à chaque fois que le puzzle sera rebattu, il n'y a pas une seule carte de ce puzzle, une seule pièce qui ne pourra pas être reconstituée. Je vous ai sorti, je ne parle pas spécialement à ceux qui sont là sur le panel, j'ai sorti des éléments à tous les échelons qui permettent de voir le mécanisme de manipulation en général et leur stratégie. Quand j'ai sorti le petit morceau de coronavirus là et que je me marrais,
je me suis fait taper sur les doigts par même mes proches qui estimaient que j'allais très, très, très loin et que c'était exagéré. Parmi eux, j'ai un ami qui est plutôt un frère suisse qui est plus camerounais que moi. Quand je dis camerounais, c'est un abus de langage parce qu'il va beaucoup au Cameroun. Je ne me reconnais pas en tant que appartenant à un État, à un pays. Je me reconnais en tant que étant celui qui est où il est au moment où il est. Point barre. Donc, l'abus de langage fait que on dise camerounais, mais c'était pour vous montrer un peu le schéma. Alors, ce jeune homme, on est en pleine discussion sur la situation actuelle et je lui dis, ben, tu sais, j'ai commencé par dire au début que ce machin, s'il me rappelle le FEC VIH et le 11 septembre. Il y a 3 mois que je le disais. Il y a des gens qui m'ont tapé sur les doigts. J'ai été très étonné de voir que quelques jours plus, il y a 1 ou 2 semaines, il y a un post que les mêmes personnes m'ont envoyé en disant que tiens, Jules, voilà quelqu'un qui dit la même chose que toi. Je pense que vous n'avez pas complètement tort. Oui, il y a quelque chose de bizarre. Et ce post disait explicitement que quelle est la similitude entre le coronavirus et le 11 septembre. Et ils ont commencé à énumérer perte de liberté, sidération, crime organisé, et blablabla, et blablabla. Et effectivement, c'était ça. On voit bien comment, à travers ce fake coronavirus, on est en train d'être muselé. Il y a eu plus de lois anti-liberté, liberticides qui ont été prises à travers ce machin-là. Ouais, La question, oui. Oui, Eric. Ouais, je disais, à travers l'état d'urgence, oui, tu as raison. Hein. Dont la loi là, sur la déréglementation complète par rapport aux installations d'antennes relais de téléphonie mobile, effectivement, ça a été le sommet. Hein. Ça a été le sommet. Voilà. Donc, la question était donc de savoir comment est-ce qu'on en arrive à se faire marcher sur les pieds par un système. Ça, ce sera la deuxième partie. Mais avant que je ne développe ça, je vais également partager des propos qui m'ont été envoyés par l'un parmi vous. Comme je vous ai toujours dit, c'est vous qui permettez à ce que cette chaîne fonctionne. Et donc, il y a une personne parmi vous qui est très, très, très active, qui m'a envoyé cette vidéo que je voudrais partager avec vous en toute modestie. Alors, je vous demande simplement de bien prêter attention, attachez vos ceintures, c'est parti. Mais c'est très rouge ici quand même, hein. Il y a une ambiance un petit peu bolchevique. Hein. Ben, vous avez une résurrection de petits groupuscules qui ne savent pas quoi faire et qui sont là en train d'essayer de se raccrocher à un morceau de bois au milieu de la mer. Malheureusement, ils finiront noyés comme les 3/4 qui envahissent la France et qui n'ont pas de place. Il n'y en a pas avec 15 millions de chômeurs, donc qui n'ont pas leur place ici, tout simplement. Je crois qu'à un moment donné, chacun chez soi est Dieu pour tous, et il faut surtout combattre pour son propre pays. Hein. Arrêter un réfugié économique et réfugié climatique. Réfugié. Bon retour. Bonjour. On est le 14 juillet. Quelle est la raison de ta présence ici aujourd'hui? C'est notre fête nationale, sous couvert d'un soi-disant virus. On sait très bien ce qu'il en est. Tout le monde qui est à peu près éveillé, qui vont chercher les informations, le savent. Sous couvert de ça, on vient de se faire voler notre 14 juillet. On vient de se faire voler notre fête nationale. Je pense que vous ne comprenez pas le message. Donc, on arrive au coin de la rue Matignon. On est nassé. Les flics nous contrôlent. Moi, je leur fais comprendre que je suis avant tout patriote.
que je suis française. Il faut arrêter avec ce côté citoyen. On dirait qu'être français et reconnaître qu'on est français et être fier d'être français et de se battre pour sa nation, on est radicalisé, on est terroriste. Quelque part, t'es nazi, hein. Alors, c'est incroyable qu'être fier d'être français, on est nazi. Ça devient grave, il y a un gros problème quand même. Donc, Alors, pourquoi est-ce que je vous ai mis ces pépites-là? Eric, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te frappe tout de suite à l'œil dès le départ? À l'œil, non, parce que pour l'instant, je vois pas trop l'écran, mais c'est le raccourci, de toute façon, c'est le raccourci habituel qui est fait, hein, avec Nazi, dès qu'on pense différent, c'est Nazi, dès que, enfin, voilà. Alors, tu ne... Pas la réflexion, quoi, c'est-à-dire que dès qu'on va contre, entre guillemets, l'ordre établi, si on peut dire ça comme ça, effectivement, c'est où on est antisémite, où on est nazi, où on est, enfin voilà, on est tous les mots en isme, on va dire, hein, voilà, c'est toujours comme ça, c'est de la manipulation, c'est de la gêne sociale. Maintenant, bon, je vais couper un truc, vas-y, dis-moi. Voilà. Alors, ces gens, on nous fait passer Julie Stelaka. J'ai dit aux gens que cette histoire que les gens prennent pour un petit rien du tout qui va passer, ça ne passera pas. Ils sont en train de fabriquer une division au sein du peuple pour qu'on ne puisse pas les virer tous ensemble. Le premier, c'est ce que j'appelle des nègres de case qui disaient au maître que telle personne a dit qu'elle allait fuir et dès que cette personne victime de cette servitude qui est devenue le salariat, je rappelle encore une fois de plus, pour que ça rentre bien dans la tête de tous, dès que tu essayes de t'échapper de ça, t'es viré. Alors, on oppose un Français noir à d'autres personnes qui viennent en espérant trouver une vie meilleure ici en Europe et en France en particulier. Donc, on fait parler, comme ils ont fait parler Julie Stelaka, en disant, et si vous écoutez bien les propos, toutes ces personnes qui se noient en espérant venir trouver un paradis qu'on leur a par ailleurs vendu à travers les médias, ils les crachent dessus. Parce que ce monsieur qui parle là, pour lui, le problème de la France, ce n'est pas le coronavirus. Le problème de la France, ce sont les étrangers qui viennent voler le pain des Français qui n'en ont plus eux-mêmes pour manger. Alors, quand on traite les problématiques avec une aussi légèreté, comment dirais-je, un mépris, j'appelle ça un mépris du bon sens des gens, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre finalement? Ben, je vous redis une fois de plus que le mécanisme, parce que ça, ce sont que des mécanismes qui sont mis en place. Le mécanisme du coronavirus, le mécanisme de l'immigration, le mécanisme du nationalisme, parce que cette femme qui est de très bonne foi, je ne doute pas une seule seconde, ou ce monsieur qui parlait au début, je ne doute pas du tout de sa bonne foi, sont conditionnés par le système qu'ils prétendent par ailleurs combattre. Alors, quand on dit que le nouvel ordre mondial veut créer des citoyens déracinés pour pouvoir mieux les asservir, on voit l'opposition qui est faite dans la population à travers la première personne qui a causé et on comprend l'impact que ça aura au niveau de la population. Alors, on est là en train de nous taper la gueule sur le coronavirus entre ceux qui vont nous pousser au port du masque à travers les magasins. D'ailleurs, en passant, parlant des magasins, je vous propose de boycotter tous les magasins. On va faire des lives dessus pour les boycotter. S'ils veulent embaucher les gens pour le drive, eh bien, on va les aider à embaucher les gens pour le drive. Vous allez tous faire
courses si vous pouvez, si vous n'avez pas l'occasion d'aller chez le producteur le plus près, eh ben, vous faites du drive, les amis. On ne fréquente plus l'intérieur des magasins parce que ces magasins ont donné un boulevard au système parce qu'ils trouvent leur compte dans ce système. Le boulevard, c'est quoi? C'est de eux être zélés au point qu'ils mettent eux-mêmes des interdits à l'entrée de leurs établissements. Je me suis retrouvé dans une grande surface il y a quelques mois. J'ai fait d'ailleurs un post dessus où je m'opposais au fait qu'on m'exigeait le port de masque. D'ailleurs, j'étais reparti là-bas et je suis entré sans port de masque, sans masque sur ma gueule. Ce qui m'est arrivé tout à l'heure à la Société Générale, je le prends comme anecdote, mais je vous la raconte quand même, cette petite histoire. Et après, je raconterai la mienne. Vas-y. D'accord. Je vais à la Société Générale retirer les sous au guichet pour des raisons que je ne vais pas étayer ici. Et je vois affiché port de masque obligatoire. Je fais comme si je n'avais pas vu. Je filme ça, je fais un petit topo que je vais partager avec vous à l'occasion. Et je vais faire ma queue comme tout le monde et j'attends. Il y a une dame qui passe et qui me dit, mais monsieur, vous n'avez pas de port de masque, vous n'avez pas de masque, vous ne pouvez pas venir ici. Je dis pourquoi? Elle me dit, mais pourquoi, comment? C'est pour vous, c'est pour vous protéger, c'est pour nous protéger. On fait des efforts pour vous, vous pouvez faire des efforts pour nous aussi, et même pour vous. Je dis, mais je comprends pas, je fais le con. Je dis, mais comment ça faire des efforts pour moi? Moi, j'ai pas de problème de masque, je vois pas pourquoi je vais porter le masque. Je dis, mais vous savez quand même que le coronavirus n'est pas encore terminé et que d'ailleurs, on nous annonce une seconde vague. Je dis, pour moi, les virus, moi, je ne le crois pas. Bécham, est-ce que vous connaissez Bécham? Elle me dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis en train de vous parler d'un truc que vous connaissez. Donc, arrêtez. En gros, pour elle, je me foutais de sa gueule, donc elle ne cherchait pas à comprendre ce que je disais. Pourtant, je restais poli, posé et très explicite. Va faire venir son chef qui vient gentiment. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, j'en sais rien, moi. Je suis venu faire un retrait dessous. Et puis, voilà, votre collègue me dit que c'était obligé de porter le masque. D'ailleurs, qu'elle me disait que elle me demandait si je sais pas lire. Je dis, si, ça, je sais lire, écrire et compter. Si, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Elle me dit, ben, bon, vous n'avez pas vu la plaque qui est affichée là? Et c'est là que je lui dis, écoutez, monsieur, pas une institution, déjà pour commencer. Vous n'avez pas le droit d'interdire aux gens d'entrer dans cet établissement qui est un établissement qui appartient aux clients. Voilà. Et donc, si j'entre là sans masque, ça n'engage que moi. Je ne vois pas en quoi est-ce que votre papier deviendrait une interdiction ou une loi. Alors là, il s'est retrouvé avec quelqu'un qui, en fait, il s'est dit, celui-là, ça va être compliqué de le soumettre, en fait. Donc, il s'est dégonflé et il me dit, ben, la prochaine fois, cette fois-ci, c'est exceptionnel, mais la prochaine fois, bon, c'est un pas, voilà, il ménage ses clients quand même, plus ou moins, et il essaie de faire le petit gentil qui n'est pas au fond, j'en sais rien, peu importe. Toujours est-il que, il me dit la prochaine fois, ce ne sera pas possible. J'ai dit, non seulement je reviendrai juste pour le plaisir de revenir, je ne sais pas pourquoi je mettais le masque. Et je dis, une fois de plus, monsieur, c'est à cause des gens comme vous qu'on nous impose et on nous fait avaler n'importe quoi. Donc, là, je vais faire ma transaction que j'ai à faire. Et quand je voudrais revenir, je reviendrai et je ne mettrai pas de masque. Il me dit, de toute façon, le masque est obligatoire à partir, ben, je n'étais pas au courant que c'est le 20, à partir du 20 maintenant. À partir du 1er, j'ai dit, ben, écoutez, le 1er, je reviendrai, même juste pour vous faire un coucou, sans masque. Et il m'a servi
En partant, j'ai dit, ben écoutez, c'est pas après vous que j'en ai. Il me dit, moi non plus. Je dis, ben écoutez, il faut pas accepter de se soumettre sur n'importe quoi et n'importe comment, pour n'importe quelle raison. Donc, non, monsieur, je ne suis pas d'accord. Et vous mettez un boulevard, que ce soit vous, que ce soit les établissements privés, les commerces et tout ça. C'est vous qui donnez ce boulevard au système. Si vous aviez dit non et que vous ne vous étiez pas pris de zèle pour commencer à afficher ces trucs à la con, je ne pense pas que ça aurait été simple pour eux de faire ça. Toujours est-il que, rassurez-vous, peut-être pas vous, mais les commerçants, ils vont beaucoup perdre. Eric, je te laisse la parole. Ça marche. Eh ben moi de mon côté, donc dans le même genre de truc, hein, j'ai été tout à l'heure à la poste et donc sans masque. Hein, on était quelques-uns encore à la poste sans masque. Hein, ça va, il y a encore des survivants. Et elle s'est fait interpeller, mais vraiment de manière un peu tordue par une personne âgée, quoi, qui me disait, qui me reprochait, voilà, d'être égoïste, parce que moi je portais pas le masque. Alors effectivement, je me rappelle que moi normalement, le mot égoïste, c'est imposer à quelqu'un son point de vue, sa vision des choses, de manière unilatérale. Or moi je vais pas imposer à cette personne-là, je vais quand même rappeler que c'est pas moi qui lui ai imposé de porter un masque. Et elle a essayé, voilà, elle a essayé à plusieurs reprises, elle a été motivée pour m'emmerder. Elle a essayé vraiment de me faire perdre les gonds. Effectivement, à un moment donné, j'ai quand même remis à sa place. Je lui ai dit sèchement, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez m'emmerder, je lui ai dit, faites-moi un procès. Très bien, hein. Mais vraiment, je suis tombé sur je suis désolé, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens anciens, mais à partir du moment où le respect il est aussi pour les moins anciens, on va dire. Donc voilà, pour moi, là, j'ai pas respecté cette personne, je l'ai envoyé vraiment se faire voir, quoi. Parce qu'à un moment donné, effectivement, même à l'accueil, le huissier m'a dit effectivement que elle avait pas, voilà, elle avait pas parlé comme ça, quoi. Elle était vraiment, elle manquait vraiment de correction. Mais après, effectivement, la huissière m'a dit, ouais, mais bon, quand même, vous savez que à partir du 1er août, voilà, il y aura le port du masque obligatoire. Bah, j'aurais dit, bah, c'est ce qu'on verra. Et bah, voilà, après, je lui ai dit, bah, effectivement, moi, je vous amènerai donc au guichet les données qui permettent de contester cette chose-là. Et là, vous avez la guichetière de la Poste qui me dit, ah ouais, mais non, mais c'est pas nous, faudra envoyer ça à Macron. Et là, bah, je lui dis, bah non, parce que moi, Macron, il n'est pas postier. Macron, il vote des textes de loi ou des décrets, bref. Et après, c'est aux gens d'appliquer, aux sociétés. Donc, bah, après, moi, je lui dis, bah, écoutez, moi, comme je fais la Poste, je viendrai, de toute façon, je trouverai, parce que la personne n'a pas voulu me donner l'adresse de la Poste. Je lui dis, c'est pas grave. Je trouverai sur le net les coordonnées du siège de la Poste, auquel je ne manquerai pas d'envoyer mon argumentation pour voir si la Poste, comment dirais-je, acceptera, en tout cas pour ce qui me concerne, de revoir sa position. Ça, c'est la phase amiable. Après, si elle veut que je rentre dedans, il n'y a pas de problème, ça sera en phase tribunal. Il n'y a aucun problème. Et à partir de là, effectivement, moi, je ferai ça par recommandé au départ, hein, par rapport à la Poste. Pour Micron, je crois que j'enverrai le truc du C, il n'y a pas de problème. Et voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on montre à ces gens-là qu'on ne se laisse pas faire et qu'on n'a pas envie d'avaler ce qu'ils veulent nous faire avaler. Parce que si on se laisse faire, à ce niveau-là, on devrait à un moment le payer assez cher. Alors effectivement, ça voudra dire qu'après, bah, il y aura encore beaucoup de nos droits qui vont disparaître si on se laisse faire sur ce coup-là. Alors moi j'espère, comme on dit, que les internautes qui les écoutent là dans ce live, mais aussi au-delà, qui verront la rediffusion, j'espère qu'ils feront le nécessaire pour pour montrer les crocs, justement. Parce qu'il faut vraiment pas qu'on se laisse faire. Alors, tu as raison, le boycott est très bien, boycottons, mais je dirais que les recours juridiques ou les pressions par recommandé et par huissier, ça va être, je veux pas dire que ça va devenir une obligation, mais on va dire que sans ça, ça va être bien maigre si on se contente juste de faire du boycottage. Donc effectivement, il faut vraiment montrer à ces gens-là qu'on va pas lâcher l'affaire et qu'on va pas nous imposer ce qu'ils veulent nous imposer, mais que nous, on va les mettre devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'on va rentrer et sortir sans masque. Et ça, enfin, moi de mon côté, je suis prêt. Hein. Je vous dis franchement, aujourd'hui, quand j'ai eu cet accrochage là, avec la personne âgée, honnêtement, c'est là que je me suis dit, bon, je me suis dit, putain, je vais finir ce texte de merde et je vais le faire. Et là, il est fini.
Là, il est fini. Là, je vais le passer à notre Jean-Droc, là, qui lui aussi va pouvoir, voilà, éventuellement enrichir le texte s'il y a besoin. Mais après, voilà, une fois que c'est fait, on balance. Nous, on balance parce qu'effectivement, voilà, faut qu'il y ait un précédent et qui montre, voilà, en plus, tant que les huissiers sont encore en vie pour l'instant, parce qu'effectivement, pour l'instant, ça va, tout va bien. Mais en vie, sous-entendu, pas mort, mais sous-entendu au sens qu'ils font le boulot. Voilà. Parce que pendant le Covid-19, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés à faire des sommations. Les huissiers, bizarrement, il y a beaucoup d'huissiers qui n'étaient plus là. Alors, en pression de leur hiérarchie, peut-être. Peur des repos je sais pas, enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui ne tournait pas rond. Donc, effectivement, là, depuis qu'ils sont redevenus, qu'ils sont encore fonctionnels, eh ben, profitons-en, hein, parce que ça ne durera peut-être pas, on sait pas. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai à dire là pour le moment, mais effectivement, sachez que les personnes qui vous interpellent comme ça dans les lieux publics, les banques ou les postes, etc., ce seront ces gens-là qui un jour vous dénonceront. Voilà. Donc si on peut avoir de l'argumentation juridique quand on est dénoncé, c'est pas plus mal. Voilà. À toi, Jules. Ok, merci Eric pour ton intervention. Alors, vous avez compris, il y a une sommation que Eric a finalisée pratiquement, que nous mettrons à disposition et je vous invite à vous en servir. Ceci dit, je réitère ma proposition de dire qu'il faut les boycotter. Tous ces magasins qui imposent les masques, vous n'y allez plus. Je vous assure que si on est quelques dizaines à le faire, ça ne donnera pas grand-chose. Par contre, si nous sommes des millions, déjà, ne serait-ce qu'un petit million, rien que ça, à commencer à dire, bon, ok, on ne va pas dans les magasins, on fait du drive, on se contente du nécessaire. Déjà, on fera des économies. Déjà, parce que quand on est dans un magasin, je n'y vais pratiquement pas, mais quand on est dans un magasin, on a des tendances à prendre des choses que nous n'étions pas à la base venus chercher. Pourtant, si tu as ta liste que tu constitues, pour peu que tu aies accès à Internet et que tu fasses tes commandes et que tu vas les chercher en drive, je vous promets que ces gens, impossible de tenir un mois, ils vont devoir revenir sur leur tentative de muselage de la population. Voilà. Donc, je vais terminer dessus. Ça fait pratiquement 6 heures de live que je suis en train de tenir entre la première partie du professeur, que beaucoup parmi vous ont suivi. Je vous en remercie. Et cette deuxième partie qui a 1h30, je suis pratiquement avec le dos qui a besoin de petits massages. Donc, oui, c'est vrai que le boycott, beaucoup ne prennent pas conscience que à l'échelle individuelle, ça ne marche pas, mais à l'échelle collective, ça marche toujours. Beaucoup, malheureusement, ne prennent pas conscience de ça. Hélas. Donc, je vais terminer par un petit post qui, puisque nous sommes toujours en train de parler de cette sidération de masques et de ce fake coronavirus et de ce fake virus, tout simplement, beaucoup ne comprennent pas que ce sont des choses qui n'existent pas. Soit, avant ça, j'aimerais donc revenir sur l'anecdote que j'ai eue avec mon frangin de cœur qui me dit, ben, écoute Jules, arrête de dire que ça c'est parlant du sida, parce que je disais que cette histoire de coronavirus me fait penser au fake VIH et au 11 septembre. Et il me disait, mais où est le rapport? Et on s'est mis à discuter et je lui parlais du sida et je lui dis, oh, arrête de me parler de ça, j'ai des problèmes, je te l'ai jamais dit, mais je suis séropositif et heureusement c'est grâce aux médicaments que je prends que je suis en forme. Je dis, mais putain, c'est pas possible. Mais je comprends pourquoi tu vieillis comme ça. C'est incroyable. Du jour au lendemain, tu te décatilles. J'ai dit, mais arrête ça. Et je me rends compte que, en fait, je n'avais jamais eu l'occasion de lui parler de mon vécu avec cette fausse histoire de VIH.
Et je commence à le lui raconter. Il ne veut rien savoir. C'est-à-dire que on a l'impression que l'individu se sent, comment on appelle ça, se conforte dans son malheur, s'habitue à son malheur et ne veut pas aller voir ailleurs si le soleil brille par rapport à là où il est. Il est bien là, il reste là et il ne bouge pas. J'ai dit, ok, d'accord, essaie donc de regarder les liens que je vais te filer. Non, 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 je ne veux pas savoir. En fait, je dis, mais c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu es dans une croyance. Il me dit, mais c'est-à-dire croyance. Je dis, mais tu crois que tu es malade? J'ai dit, ben écoute, tu sais quoi? On va faire simple. Ça fait des mois et des mois que je cherche, des années, que je dis si quelqu'un est prétendument atteint de VIH, eh ben tu me donnes, tu te blesses là, tu fais une trace. Je me coupe la main, je mets mon sang, je mets ton sang sur ma main, et quelques mois après, tu verras que rien ne s'est passé et que c'est une pure connerie. Ouais, non, je peux pas te contaminer, t'es malade. C'est pour vous dire dans quel état d'esprit l'individu peut se trouver quand il a accepté une connerie. Je prends un autre exemple et je vous laisse sur ça. Je dis toujours aux gens que le premier MK Ultra que le monde a savamment installé avec une malice imparable, c'est le Père Noël. Pourquoi le Père Noël? Tu es tout petit, tu crois à tes parents. Ils sont ton autorité naturelle. Et ils te disent, le Père Noël existe. Et à Noël, tu auras des cadeaux du Père Noël. Eux, ça ne part pas d'une mauvaise intention. Ils font tout pour jouer le jeu, ce qu'ils appellent un jeu. Et par un tour de passe-passe, ils t'expliquent que tout ce que tu as demandé au Père Noël, à l'exception de ça ou ça, parce que tu n'as pas été gentil ou peu importe, ou parce que le Père Noël il a oublié, ce sera pour une prochaine fois, peu importe, eh bien le Père Noël te l'a apporté. Et plus tu grandis, et plus tu te dis, mais comment il fait pour passer par la chaîne? Mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Et patati et patata. Et parfois, on te fabrique carrément un faux Père Noël qui vient à la maison et qui t'en met plein la vue. Et ouais, ben, tu as vu le Père Noël, tu es tout petit, tu es content, et tu as tes cadeaux. Et quand tu commences à t'interroger sur l'incohérence de cette histoire du Père Noël, tu te dis, mais comment ça se fait? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que derrière la volonté de refuser l'évidence, la logique, que derrière cette histoire de Père Noël, il y a quelque chose qui ne tient pas la route, il y a une récompense. Si tu ne crois pas au Père Noël, mais tes cadeaux, tu ne les as pas en fait. Donc, il faut que tu crois au Père Noël pour avoir tes cadeaux. Donc, on n'est plus dans la logique, on est dans une contre-logique qui porte ses fruits. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, le monde s'est installé sur une contre-logique qui porte des fruits. Parce que la logique qui voudrait que le Père Noël n'existe pas et la récompense dont les cadeaux n'existent pas ne nous arrange pas. Et du coup, nous-mêmes, avec l'aide bien sûr de nos parents, on ne se rend pas compte du mécanisme d'inversion de la logique qu'ils ont implanté dans notre esprit tout petit. Comment voulez-vous donc enlever cette forme d'inanalyse, d'incohérence dans la tête des adultes une fois qu'ils ont grandi tordus? Un arbre au village, on dit un arbre qui a poussé penché, vous avez beau le redresser, il ne se redressera jamais. À la limite, vous pouvez mettre des comment on appelle ça, des supports pour essayer de le redresser, mais l'arbre ne se redresse plus naturellement. Donc, ça veut dire qu'il faut des béquilles, il faut des supports, il faut tout, mais l'arbre en lui-même, il reste dans son essence et dans sa finalité, dans sa constitution penchée. Et c'est cet esprit que le système fabrique et induit dans nos esprits. Et on s'étonne, nous, d'en avoir pas toujours cette capacité d'avoir un esprit construit, logique et sain. C'est ça, en fait. Voilà ce que je voulais développer avec vous pour que, une fois qu'on a compris le mécanisme,
qui se passe. On peut remédier à ça. Mais il faut pouvoir mettre le doigt dessus et il faut pouvoir être capable de le décrypter, de le décodifier, si vous préférez. Ce que je suis en train de faire avec vous, là, que les gens comprennent bien où est-ce qu'on en est. Eric, je te laisse la parole. Oui, non, c'était vraiment très très intéressant, hein, effectivement, tout ça. Parce que, bon, moi, de mon côté, alors, c'est vrai que sur le plan juridique, moi, il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles que j'ai pu porter dans cette sommation. C'est que, si vous voulez, faut dire qu'il y a déjà eu 3 décisions rendues, dont 2, alors, par des tribunaux administratifs, hein, donc cette année, en 2020. Il y a une décision, alors, les 3, donc, décisions, 2 du tribunal administratif, un concernant Strasbourg, un concernant la ville de Nice, hein, de M. Estrosi, et puis un concernant je crois la commune de Sceaux. Donc, je crois, donc là, il y en a une, c'est par le Conseil d'État. Donc, les 3 décisions, donc, ont suspendu, enfin, ont annulé, si vous voulez, les arrêtés, enfin, qui avaient été pris par des maires pour imposer le port du masque. Donc, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quand même des juges qui ont déjà, avant le projet de décret de loi ou de ce que vous voulez, là, du 1er août ou du 20 juillet, là, qui va nous tomber dessus prochainement, on va dire avant ça, il y avait déjà donc des décisions qui avaient été prises, une le 11 octobre le 25 mai 2020, une le 17 avril 2020 et puis une autre encore le 17 avril aussi 2020. Donc c'est quand même plutôt une très très bonne nouvelle. Ça veut dire que le muselage, si vous voulez, indirectement le muselage du citoyen avec le port obligatoire de ce masque, ce n'est pas encore gagné pour l'État. Parce qu'effectivement, déjà pour nous, il faut savoir que le Conseil d'État, c'est l'une des plus hautes juridictions avec le Conseil d'État en France, avec la Cour de cassation. Donc effectivement, vous voulez un décret par rapport à ça, face au Conseil d'État, vous voulez le décret, c'est carrément c'est le tapis quand on rentre chez soi. Conseil d'État, c'est carrément le toit de la maison. Donc vous voyez, il y a quand même je pense que ce décret ne va pas faire long feu. Et puis même si c'est une loi, ça va pas durer non plus parce qu'effectivement, vu qu'il existe déjà des précédents qui ont été rendus par des juridictions pour le coup assez importantes, ça mérite d'être dit et puis au moins que ce soit su par ceux qui nous écoutent. Et puis autre chose qui est intéressant de savoir aussi, c'est que d'ailleurs moi j'ai découvert ces trucs-là vraiment très très récemment, je dirais en accéléré. Mais il existe même une loi qui avait été faite à l'époque en 2010 par Sarkozy qui interdit la dissimulation du visage dans les lieux publics. Donc le masque, ça contrevient à cette loi-là aussi. Et effectivement, donc c'est un des moyens aussi que j'ai glissé dans cette sommation. Donc je pense qu'on a de grandes chances de voir ce décret annulé. Et puis même si vous voulez revenir avec une loi, c'est pareil, il y aura le même genre de... ça va devenir compliqué pour eux d'essayer d'imposer quelque chose qui déjà, avec ces 3 décisions-là qui ont été rendues, est déjà mort dans l'œuf. On peut dire ça comme ça. Parfait. Ça, ce sont des choses qui encouragent et qui rassurent les gens parce que, comme j'ai toujours dit, je pense qu'on a assez bien développé la structuration de la chose pour essayer de faire voir les portes de sortie, le mécanisme qui est mis en place et les portes qui nous sont offertes. Toujours est-il que, être éveillé, si tu m'entends, oui, je veux bien que tu nous mettes le lien en question. Peut-être qu'on terminera par ça si tu le mets assez tôt, sinon ce sera pour une prochaine fois. Je vais terminer sur une petite capsule d'une minute, toujours sur cette histoire de faux vaccins, hein, de faux virus, hein, autant pour moi, et la sidération qui est portée sur les peuples alors que la chose, elle n'a absolument rien à voir. Alors, l'image que vous allez voir là tout à l'heure, les mots en disent long. Vous allez comprendre où est-ce qu'on en est avec l'imbécilité
de ce système. C'est parti. Est-ce que vous savez comment on obtient les images? Hein, quand on fait une recherche en microscopie électronique, sachez qu'il faut pulvériser une couche de peinture métallique. Donc, qu'il y ait des agglutinations de particules de tungstène qui donnent ce type d'image, ça peut s'entendre. Mais de là à délirer et à dire qu'à l'intérieur de ces agglutinations, il y aurait de l'ADN, il y aurait des enzymes disséquantes capables de faire des manipulations génétiques. Mais là, on est dans le délire total. Vous savez, le délire, c'est la délecture de la réalité. Je vous certifie, et j'en mets ma main au feu, que le virus n'existe pas, à part le virus informatique, bien sûr. Jamais de la vie, il n'y a eu des virus. Voici un journal qui a été publié pour les scientifiques du CNRS, réservé aux scientifiques du CNRS en 2004, je crois. On vous montre le virus du sida, le virus de la grippe, le virus Ebola. Mais regardez qui sont beaux, ces virus. Vous avez dit c'est un vrai. Faut-il croire que l'autre est un faux? Soulagez votre conscience dans un moment pareil. Regardez le virus du sida. Il est-il pas beau? Elle n'est pas douée, la grand-mère, qui a fait ce truc au crochet. Non, mais c'est pour des scientifiques. Mais vous réalisez, c'est pour des scientifiques que vous payez, vous, avec vos impôts. Et regardez, les seules images un peu sérieuses qu'on trouve de virus, ce sont des micros-humains. Alors c'est facile après de dire que le virus est un parasite obligatoire de la cellule. Eh bien, bien sûr, puisque c'est le bâtisseur. Il en est l'abri de base, il est partout. Alors bien sûr, il y a des micros-humains à l'intérieur des cellules. Et voyez, on voit même le cristal, le silicium dans celui-ci. On est bien sur le microzyma et il n'est pas question de virus étrangers. L'ADN, les manipulations, la cartographie génétique. La seule image que nous avons, c'est celle qui est en haut à gauche. Et c'est avec ça qu'ils font des soi-disant diagnostics identitaires et criminels. Ils jouent à pile ou face, oui. Médicaments, effets secondaires, la mort. Les laboratoires nous trompent. Deuxième invité d'RTL Soir, le professeur français que vous connaissez bien, Philippe Even, qui a traduit ce livre qui est un best-seller mondial. Bonsoir, professeur Even. Bonsoir, Marc-Philippe. Alors, voilà. Ex-éveillé, on va arrêter. Je n'ai pas vu ton lien, mais si ça ne te pose pas problème, je te propose de nous le mettre en dessous. Je pourrais l'exploiter. C'est pas que je vais l'exploiter pour notre profit à tous. Et on permettra à chacun de, comment dirais-je, de prendre connaissance des informations que ça comporte. D'accord? Alors, Eric, tu es toujours avec nous, j'espère. Bien sûr, toujours là. D'accord. Eric, tu peux faire un coucou à nos chers internautes, nos collègues de guerre, je dirais plutôt nos collègues de paix, pour que nous puissions nous séparer, que je puisse me poser un tout petit peu. Ah, pardon. Et puis par contre aussi de ton côté, passe-moi le lien de ton live là, que je puisse le télécharger avant qu'il saute, on sait jamais. Et voilà. Donc non, autrement, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Tout a été dit, on va dire, par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a une petite définition dont je conteste une partie, parce que dans dictionnaire abrégé des termes de médecine, les vaccins, ce que c'est un vaccin, hein, c'est ce qu'ils appellent une préparation antigénique. Préparation antigénique, donc, qui introduit dans un organisme, là où je suis pas d'accord, c'est lui confère l'immunité. En réalité, il lui confère rien du tout. Il provoque une réaction de défense de l'organisme. Donc voilà, en réalité, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Et alors, qu'est-ce que c'est une préparation antigénique? Antigénique, c'est antigène, et antigène, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas, c'est tout ce qui n'est pas, on va dire, naturel dans le corps, n'est pas censé s'y trouver, et qui provoque, lorsqu'il est dans l'organisme, qui provoque une réaction de défense. Voilà, donc les vaccins, en réalité, c'est ça. Donc, quand on a compris ça, on
on peut peut-être comprendre pourquoi en réalité les vaccins, ça n'apportera en réalité jamais la publicité bénéfique que cette industrie voilà, véhicule depuis, enfin nous vend en tout cas depuis plus de 30 ans, quoi, en réalité. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à ce niveau-là, la justice américaine, donc, les tribunaux américains ont condamné l'industrie pharmaceutique en intégrale, c'est-à-dire toute l'industrie globale, par rapport au vaccin, parce qu'ils ont obtenu, ils ont demandé, après 15 ans de procédure, ils ont demandé à l'industrie de fournir la preuve comme quoi cette industrie avait en réalité, voilà, avait réalisé les études scientifiques en matière de vaccination, et donc automatiquement des effets qui n'avaient pas d'effet, quoi. Et ben l'industrie pharmaceutique, après 15 ans, n'a pas réussi à apporter la preuve qu'elle avait fait les études. Donc elle a vraiment été condamnée très sévèrement aux USA. Et ça, évidemment, on va pas vous le dire à France 2, à BF Merde ou autre chose. Hein. C'est par exemple accessible sur YouTube, sur les médias américains, ou éventuellement en passant par cogito.com, sur le site de Food Rock, ou d'autres, hein. Mais effectivement, voilà, c'est un truc qu'il faut savoir. Et c'est pour ça qu'en réalité, même le vaccin qu'on va essayer de nous proposer, c'est un euphémisme par rapport à ce Covid-19. Enfin voilà, il y a tout ce qu'on veut, sauf du bienfait dans ce truc-là. Et donc moi aussi, là, il faut savoir qu'il y a aussi une sommation qui sera prête par rapport à ça, parce que bon, effectivement, voilà, on va pas se laisser faire non plus. Et c'est vrai qu'on en a à peu près encore pour un certain nombre de mois à devoir se défendre, en plus des actions collectives qui se passent à peu près partout dans le monde, au Canada, au Québec, aux USA, un peu partout en France. Donc effectivement, on a beaucoup de boulot, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Ce court petit live, au moins, il a le mérite d'être fait, on va dire, à l'arrache. Et voilà, nous, on est motivés. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Allez, je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Je vous laisse quelques minutes pour que vous puissiez, une minute, toute petite minute pour que vous puissiez vous dire au revoir. Et je vous mets un petit son en dessous. Alors, il y a une musique que je mets ces derniers temps-ci de Flavio Awele. Ce n'est pas un hasard. Awele, c'est en fait cette musique, Flavio, il m'a laissé la possibilité de la mettre dans tous mes lives pour comme générique. Et je trouve ça très, très, très généreux et très humain. Parce que beaucoup d'artistes n'acceptent pas qu'on utilise leur musique comme ça sans qu'ils ne soient, comment dirais-je, sans mettre les droits d'auteur, comment dirais-je, les droits pécuniaires dessus en fait. Et donc, je trouve ça très, très, très sain, très digne et je suis très content de lui. Ça, c'est les rares artistes qui sont prêts à donner leur son, leur musique, leur voix pour une cause. Et il faut que vous le sachiez. Et c'est très important parce qu'il n'est pas qu'un bon chanteur, il est quelqu'un qui a un grand cœur. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, je vous laisse quelques secondes vous dire bye bye. Et si quelqu'un a oublié quelque chose, ben, c'est toujours les bienvenus au chat pendant que la musique s'écoule tranquillement. Bye bye à tous et à tous, hein, les internautes, à toi Atlas, à toi Lily Trump, j'ai pas les chats sous les yeux pour le moment, mais à Kilimando, je crois, enfin il y a tout le monde, voilà, c'est bon. Alors j'espère que vous aurez apprécié ce live, être en éveil aussi. Comme vous avez dit, c'est super. Voilà. Merci à toi, Kitemona. Effectivement, tu vois, ça a commencé à manquer, tu vois, je suis de retour. On parle les ondes. Voilà.